Toute ma famille m'a forcé à donner mon rein à ma sœur, celle-là même qui m'avait toujours traité comme une moins que rien. Maman a hurlé, c'est ton devoir, la famille passe avant tout. Mais quelques secondes avant l'opération, Papy et la police ont fait irruption. Je m'appelle Junior. Ma famille n'a pas seulement exigé que je sauve la vie de ma sœur, ils l'ont ordonné. Ils ont signé des formulaires médicaux dans mon dos, m'ont effacé des photos, ont publié des discours de remerciement en ligne sans jamais mentionner mon nom, me disant que je faisais mon devoir. Mais il ne s'agissait pas de devoir, c'était le contrôle emballé sous le couvert de l'amour. J'étais la fille invisible jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose de permanent de ma part. Et juste quelques secondes avant qu'on ne m'emmène en chirurgie, mon grand-père a fait irruption avec la police. Alors dites-moi, quelle sorte de famille prépare votre trahison en silence et attend encore votre gratitude? Ils disent que le sang est plus épais que l'eau, mais que faire si le sang se refroidit quand on a le plus besoin de chaleur? C'était un jeudi. Le crépuscule s'était tranquillement drapé sur Portland, et la cour d'école à côté de moi était vide, à l'exception du faible écho des enfants rentrés chez eux des heures auparavant. Je m'étais assise là sur un banc vert usé, face au bar à singe, toujours dans mon pantalon de travail et mon cardigan, serrant toujours le gobelet isotherme en acier inoxydable que je n'avais pas rempli depuis 11 heures. Le ciel avait cette teinte rosée atténuée qu'il prend juste avant de devenir noir. Le froid avait commencé à s'installer dans mes mains. J'aurais dû rentrer chez moi. J'avais des copies à faire, une pile de rapports scientifiques encore non lus, et ma salle de classe n'était qu'à 15 mètres derrière moi. Mais je ne pouvais pas bouger. Pas encore. J'avais resserré mon écharpe et regardé une seule feuille de papier virevolter dans le vent. Le silence autour de moi laissait place à des souvenirs que je ne voulais pas, mais que je ne pouvais pas éviter. Vous voyez, quand votre famille vous apprend dès le plus jeune âge que l'amour doit être gagné, et même alors, vous pourriez ne pas l'obtenir. On apprend à disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Et j'ai disparu tôt. C'était mon 10e anniversaire. L'odeur des cupcakes glacés avec un glaçage bon marché à la vanille me hante encore chaque octobre. Nous avions une fête à la maison. Des ballons attachés à la boîte aux lettres, des chaises pliantes dans le jardin, 2 tables pliantes recouvertes de nappes dépareillées, et un gâteau plat avec « Joyeux anniversaire, Junior » écrit de travers en lettres de gel rouge. Seulement, je n'ai pas soufflé les bougies. Maman se tenait près de la porte du patio, aboyant des instructions comme une organisatrice de mariage en retard. Céline, tiens-toi derrière le gâteau. Ajuste ton nœud. Non, pas de ce côté. Tourne un peu. Voilà. Céline, toujours la star. Elle avait 12 ans alors, 2 ans de plus, déjà plus grande, déjà belle d'une manière qui faisait sourire les étrangers dans les épiceries. Je me tenais maladroitement à côté d'elle, les mains jointes devant moi, essayant de ne pas gêner la caméra. Pendant que tout le monde chantait « Joyeux anniversaire », Céline s'est penchée en avant et a soufflé les bougies. Toutes. Je n'avais même pas encore pris ma respiration. Ce n'est pas grave, a gazouillé maman. Elle l'a fait pour toi parce que tu es timide, n'est-ce pas, Junior? Puis elle s'est tournée vers les invités et a ajouté, ce n'est pas une fille qui aime les projecteurs. L'éclair de l'appareil photo a retenti. J'ai cligné des yeux. Et puis je me suis éloigné, passant devant les chaises pliantes, montant les marches arrière dans ma chambre, et j'ai claqué la porte. Je ne me souviens pas si quelqu'un m'a suivi. Je me souviens de la photo qui a fini dans un cadre argenté sur la cheminée pendant des années. Céline avec les bras écartés en plein rire, le gâteau devant elle et moi pas du tout sur la photo. C'était la première fois que je réalisais que mon nom n'était pas vraiment le mien dans cette maison. C'était un espace réservé, un nom en minuscule qu'il ne disait que lorsqu'il fallait faire quelque chose ou que quelqu'un devait être blâmé. 23 ans plus tard, je suis à un dîner de famille après mon divorce. Le genre de dîner censé être un système de soutien mais qui finit par ressembler à un tribunal. Céline mène la prière parce que bien sûr, c'est elle. Elle ferme les yeux, parle d'une douceur théâtrale comme si elle jouait dans un film Hallmark. J'entre avec les petits pains que j'ai achetés en chemin. Un détour de 2 heures après les conférences parents-enseignants. La table à manger est pleine. 10 chaises, 10 personnes. Sauf que personne ne m'a gardé de place. Papa est déjà à moitié dans sa purée de pommes de terre. Oncle Ray parle de son nouveau bateau. Ma cousine fait défiler son téléphone avec un sourire forcé. Je jette un coup d'œil à maman, attendant, je ne sais pas, peut-être un signe vers un tabouret ou une blague sur mon retard. Mais elle dit juste, mets-les dans la cuisine, d'accord?
Céline lève les yeux et ajoute « et apporte la sauce ». On a oublié. Personne ne lève les yeux quand je reviens. Je m'appuie contre le mur, les bras croisés, les regardant manger. 10 chaises, et pourtant d'une manière ou d'une autre, j'étais debout. Oncle Réry, fourchette à la main. Tu as de la chance d'être encore invitée, ma chérie. La plupart des ex-femmes n'ont pas cette courtoisie. Tout le monde rit, même maman. Personne ne remarque que je ne le fais pas. Ça a toujours été comme ça. Moi étant de trop. Un ajout. La silencieuse qu'ils supposent aller bien parce que je ne fais pas de scène. J'ai construit une vie en dehors d'eux. J'enseigne en 3e année dans une école publique. Je paie mes factures. J'ai un chat de sauvetage nommé Maple. J'ai construit un monde où je comptais, même si ce n'était que pour mes élèves et pour moi-même. Mais la famille a un moyen de te ramener juste au moment où tu as réussi à respirer sans elle. La brise s'était refroidie dans mes manches. Je me suis levé lentement, les articulations raides après être resté assise trop longtemps. Le soleil avait disparu. Les lumières de Porsche s'allumaient dans les maisons voisines. Je suis retourné à l'école chercher mon sac. Le concierge m'a fait un signe de tête pendant qu'il aspirait près du bureau d'accueil. J'ai déverrouillé ma salle de classe, éteint l'humidificateur que j'oubliais toujours, et jeté mon sac en cuir sur mon épaule. Dehors, les lampadaires clignotaient, projetant de l'or sur le trottoir alors que je me dirigeais vers le parking. Au volant de ma vieille Subaru, j'ai regardé par le pare-brise un moment trop long, le chauffage ronronnant. Mon esprit n'était pas dans cette voiture. Il était toujours à cette table de dîner, cherchant toujours une chaise qui n'était pas là. On pourrait penser que je serais engourdi maintenant, que j'aurais développé une seconde peau ou une langue plus acérée. Mais non, je suis juste devenu meilleur pour cacher la piqûre. Le silence ne signifie pas que tu vas bien. Cela signifie simplement que personne n'écoute quand tu ne parles pas. J'ai reculé lentement, les pneus craquant sur les feuilles mouillées, et j'ai commencé le trajet pour rentrer. Mon téléphone a vibré dans la console. J'ai baissé les yeux. Identifiant de l'appelant, maman. Je n'ai pas répondu tout de suite. Laisse aller vers la messagerie vocale. Puis ça a vibré à nouveau. Cette fois, un texte, seulement 5 mots. Appelle-moi maintenant. C'est urgent. C'est à propos de Céline. Je ne l'ai pas rouvert. Je me suis contenté de fixer l'écran pendant que le feu de circulation devenait vert et que mon pied planait au-dessus de l'accélérateur. Parce que même si je ne lui avais pas parlé depuis des semaines, même si je savais que rien de bon ne venait jamais de ces textes tard le soir, je savais aussi ce qui allait suivre. La famille était sur le point de se souvenir que j'existais à nouveau. J'ai regardé le texte sur mon téléphone pendant que ma voiture tournait au ralenti sur le parking de l'école. Je n'avais pas encore tourné la clé. Mon pouce planait sur l'écran, non pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que je savais déjà ce qui allait arriver. Quand maman a utilisé le mot urgent, cela signifiait que j'allais être embarqué dans quelque chose. Pas de choix, pas de discussion, juste une autre ronde de culpabilité déguisée en amour. J'ai pris une longue inspiration et j'ai appuyé sur appel. La ligne a cliqué immédiatement. Junior. Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré. Mais avec maman, on ne pouvait jamais vraiment dire où la performance s'arrêtait et où la vérité commençait. C'est ta sœur. Elle s'est effondrée. Au travail, ils l'ont emmenée d'urgence à Riverside General. Insuffisance rénale. Ils ont dit que c'était grave. Je n'ai pas parlé tout de suite. Pas parce que ça ne me faisait rien. Malgré tout, je ressentais encore quelque chose. Mais une partie de moi calculait, se préparait. Maman ne m'appelait pas pendant des années à moins qu'il n'y ait un incendie. Et j'étais toujours l'eau. Je pars maintenant, ai-je finalement dit, la voix tendue. Dans l'heure qui a suivi, j'étais à l'hôpital, portant toujours mon badge d'identification scolaire et mon cardigan taché de café. Je n'avais même pas changé. Je suis passé devant des infirmières poussant des chariots, l'odeur d'antiseptique piquante dans l'air, et j'ai essayé de ne pas trop lire dans le bourdonnement stérile de l'endroit. Ça me rappelait trop chaque fois que ma famille m'avait fait sentir comme quelque chose de clinique, de nécessaire, mais de froid. Pas d'affection, juste de l'utilité. Vera était déjà là dans la salle d'attente, le visage rouge, les yeux gonflés. Mais dès qu'elle m'a vu, elle s'est redressée comme si rien ne s'était passé il y a quelques instants. Oh, Dieu merci, tu es là,
a-t-elle soufflé et m'a serré dans ses bras comme si rien ne s'était jamais mal passé entre nous. Comme si elle avait ignoré mes messages pendant des mois, comme si elle avait qualifié mon divorce d'embarrassant pour la famille. Je suis resté raide dans ses bras, essayant de trouver le scénario que je devais suivre. Elle est stable pour l'instant, a dit maman en nous dirigeant vers la chambre de Soline. Mais c'est grave. Le docteur a dit que les dommages s'accumulaient depuis un moment. Ils ont besoin d'une transplantation. Junior. Et juste comme ça, je l'ai ressenti. Le changement. La raison de l'appel. Soline était dans le lit, pâle mais prête pour la caméra comme toujours. Ses cheveux avaient toujours l'air brillants même sous l'éclairage de l'hôpital. Quand elle m'a vu, elle a souri faiblement comme si nous étions enfants à nouveau et que ce n'était qu'une autre mascarade familiale. « Salut, June » a-t-elle murmuré, la voix douce et frêle. J'ai avalé quelque chose d'amer. « Salut. » Un médecin est entré. Blouse blanche, presse-papier, gentillesse professionnelle. Il s'est présenté comme le docteur Patel, chef de néphrologie. Nous avons fait les premiers examens. Il est crucial que nous commencions la dialyse tout de suite, et nous devrons trouver un donneur dans les prochaines semaines. Le temps presse. Les yeux de Vera ont fusé vers moi avant même qu'il ait pu finir. Tu es sa meilleure chance, a-t-elle dit comme si c'était réglé. La famille avant tout, a ajouté le docteur Patel. Les frères et sœurs biologiques sont souvent les meilleurs donneurs compatibles. Si vous êtes d'accord, nous pouvons faire les tests préliminaires aujourd'hui. J'ai cligné des yeux. Aujourd'hui? C'est juste un dépistage rapide, une prise de sang. Sans engagement. Avant que je ne puisse formuler une réponse, maman a hoché la tête avec enthousiasme. Elle le fera. Pas de problème. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. C'était suffisant. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais assise dans une petite pièce où une infirmière me prélevait flacon après flacon de sang. Elle engageait une conversation légère sur mes veines, ma montre, même mon doigt d'alliance. Toujours nu après toutes ces années. J'ai souri là où on attendait de moi, non pas parce que je le voulais, mais parce que c'était ce que j'avais appris à faire. Quand je suis sorti, Vera m'attendait avec un café à la main. Je t'avais dit que ça n'allait pas être si grave, a-t-elle dit. Ce n'est même pas une chirurgie complète. Tu es jeune. Tu t'en remettras. Je n'ai pas pris le café. Plus tard dans la soirée, assise sur mon canapé en pantalon de survêtement, j'ai appris la vérité dans un message de groupe décontracté de ma cousine. Contente que tu aies enfin accepté. Tante Vera a dit, tu as déjà été testé et compatible. Devine que l'univers veut vraiment que tu la sauves. Compatible? Personne ne m'avait rien dit encore. J'ai fait défiler les messages. C'est là que j'ai vu la partie qui m'a retourné l'estomac. Apparemment, Vera avait présigné certains formulaires de test, des panels complets. Elle avait dit au personnel que j'étais d'accord, que j'avais donné mon consentement verbal. Tout ça avant même que je n'entre dans cette pièce. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. Ne fais pas de ça un problème, Junior, a-t-elle dit, exaspérée. C'est juste une prise de sang. Ne sois pas dramatique. J'ai été silencieuse pendant une seconde. Tu as signé des formulaires pour moi. C'est de la paperasse. Tu aurais dit oui de toute façon. Quelle différence cela fait-il? Quelle différence? C'est ça qui m'a toujours étonné chez eux. Comme ils ignoraient facilement ce qui était à moi, mon temps, mes choix, mon corps. Il ne s'agissait pas seulement de reins. Jamais. Quelques nuits plus tard, maman a organisé ce qu'elle a appelé un dîner de famille. Je me suis présenté parce que dire non aurait allumé plus de feu que je n'avais d'énergie pour éteindre. C'était chez Soline, bien sûr. Sa cuisine ressemblait à un tableau Pinterest. Des comptoirs blancs étincelants, du jazz doux en fond sonore, tout était organisé, parfait, comme elle. Nous avons mangé du poulet rôti et des poires pochées au vin pendant que la conversation se transformait lentement en une réunion de propositions de donneurs. Ce n'est qu'un rein, a dit un cousin, sirotant son troisième verre de vin. Ce n'est pas comme si tu lui donnais ta vie. D'ailleurs, a ajouté un autre. Tu as toujours dit que la famille était tout, n'est-ce pas? Soline m'a souri de l'autre côté de la table, pas suffisante, mais sachant. Tu as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour la famille. J'ai regardé mon assiette. Il ne demandait pas, il confirmait.
Et j'ai hoché la tête. J'ai souri, non pas parce que je le pensais, mais parce que je savais que si je résistais, il ferait de moi le méchant, le selfish, la fille brisée, l'ex-amère, celle qui est partie et s'est fait son propre lit. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas choqué qu'il suppose que je dirais oui. J'étais choqué que je n'ai pas crié. Le silence dans la voiture me semblait plus fort après ce dîner. Les sourires faux, la manipulation à peine voilée, tout cela repassait dans ma tête en boucle pendant que j'étais assise dans mon appartement, chaussures encore aux pieds, manteau à moitié zippé. Cela faisait 4 jours depuis la visite à l'hôpital, 3 depuis la prise de sang, et moins de 2 depuis que j'avais découvert qu'il m'appelait déjà le donneur compatible dans des messages de famille que je n'avais pas vus. Ce matin-là, après m'être brossé les dents et avoir nourri Maple, mon chat de sauvetage, j'ai attrapé mon téléphone comme je le faisais toujours, par habitude. Un rapide coup d'œil avant le travail. Mais quelque chose manquait. Le groupe de discussion familiale avait disparu. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, j'ai cligné des yeux pour m'assurer que je ne le négligeais pas, puis j'ai refait défiler. Pas de fil, pas de groupe la famille d'abord, juste disparu. Quelques heures plus tard, pendant ma pause déjeuner à l'école, j'ai reçu un message de ma cousine Lorraine. Tu as dû quitter le groupe par accident. Lol. Je t'ai rajouté. J'ai cliqué sur le fil de discussion restauré. Il était plein de photos. Céline souriant de son lit d'hôpital. Une photo d'un panier de fruits. Une blague entre nous sur le gratin de macaroni de tante Cheryl. Pas une personne n'avait demandé où j'étais. J'ai fait défiler pour trouver quand j'avais supposément quitté. Les messages dataient de 2 jours plus tôt, juste après le dîner de famille. Quelqu'un m'avait clairement retiré discrètement, stratégiquement, et je ne m'en étais même pas aperçu. C'était comme découvrir que son nom avait été effacé d'un portrait de groupe dans lequel on n'avait jamais voulu être en premier lieu. Ce soir-là, j'ai sauté le dîner et je me suis assise avec une couverture sur les genoux, essayant de ne pas intérioriser ce que je savais déjà. Je n'étais de la famille que lorsque j'étais utile, lorsque j'avais quelque chose dont ils avaient besoin. Quand j'ai dit oui sans question, ce fut une lente spirale de souvenirs à partir de là. Les dimanches matins en grandissant. Céline dans une robe assortie à maman. Des nœuds en satin rose aux épaules. De nouvelles chaussures vernies qui claquaient quand elle marchait. Moi, je portais des vêtements de seconde main. Des trucs de magasin d'occasion ou empruntés à des cousins. Maman disait toujours, tu es pratique, Junior, papa pas accent grave l'œil comme ta sœur. Et c'est une bonne chose. Chaque dimanche à l'église, les gens s'arrêtaient pour complimenter Céline. Quelle belle fille. Elle va être une star. Il me jetait un coup d'œil et disait, et celle-là est silencieuse. Une penseuse, hein. Ce n'est pas qu'il voulait faire du mal. C'est juste que Céline était tellement visible, tellement organisée, et moi j'étais du bruit de fond. Parfois, maman la serrait près d'elle pendant le service, lui caressait le dos affectueusement. Je m'asseyais 2 sièges plus loin, balançant mes pieds et me demandant si j'étais né trop invisible pour que quelqu'un se souvienne que j'étais là. Ce même sentiment est revenu alors que je faisais la queue à l'hôpital une semaine plus tard. Cette fois, pour des formalités préopératoires. C'était un jeudi gris, humide comme Portland l'est toujours au début du printemps. J'avais une période de disponibilité après le déjeuner, alors j'ai quitté l'école 1 heure plus tôt et je suis retourné à Riverside General. Après m'être enregistré, j'attendais près des ascenseurs quand j'ai vu le docteur Hollis marcher vers moi. Ses pas se sont ralentis quand il m'a reconnu. Il a regardé brièvement autour de lui avant de s'approcher. « Madame Davison » a-t-il dit d'une voix basse. « Puis-je vous parler hors micro ?» J'ai hoché la tête. Nous sommes entrés dans une salle de consultation vide juste à côté du couloir principal. « Je ne suis pas censé dire ça » a-t-il commencé. Mais vous devriez savoir que Céline n'était pas sans option. Ce n'est pas la première compatibilité qu'elle avait. Ma poitrine s'est serrée. Que entendez-vous par là? Il y avait eu un autre donneur potentiel il y a 2 mois, un non-parent. Il avait été jugé viable, mais pour une raison quelconque, la famille l'avait rejeté. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Il a marqué une pause. C'était formulé comme une préférence émotionnelle. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas faire confiance à un étranger, mais hors micro, c'était stratégique. Oui, tu es en meilleure santé, et je pense qu'ils ont supposé que je ne dirais pas non. J'ai terminé à sa place. Il n'a pas répondu.
Il n'a pas eu à le faire. Je l'ai remercié et je suis parti. Dans la voiture, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis contenté de fixer le tableau de bord comme s'il pouvait offrir une explication, une direction. Quelle sorte de famille enterre de meilleures options juste pour contrôler celle qui dit oui trop facilement? Quand je suis rentré chez moi, j'ai enlevé mon manteau et mes chaussures, j'ai posé mon sac sur le canapé, et je suis allé directement à l'armoire. J'ai sorti un vieux journal que je n'avais pas touché depuis des années, la poussière s'accrochant à sa reliure en cuir. Les pages étaient jaunies, mais l'encre était encore claire. Une entrée a attiré mon attention. 12 octobre, année junior. Céline a dit à tout le monde au déjeuner que j'ai sursauté quand le professeur m'a interrogé. Elle a dit que j'avais une énergie bizarre de petit écureuil et qu'elle riait. J'ai fait semblant de m'en ficher. Je fais toujours semblant de m'en ficher. J'aimerais que faire semblant le fasse disparaître. J'ai tourné la page. 4 février, année de fraîchement. Maman a dit que je n'aurais jamais de petite amie si je n'essayais pas plus d'être comme Céline. Elle a dit que les hommes ne s'intéressaient pas aux souris au point. J'ai 15 ans. Il y avait d'autres entrées, des dizaines, de petites indignités qui s'étaient accumulées jusqu'à ce que je ne puisse plus distinguer où l'une se terminait et où la suivante commençait. 1000 coupures qui ne saignaient pas jusqu'à ce que vous regardiez toute la blessure. Comment ai-je pu les laisser me convaincre que l'amour ressemblait à ça? L'amour n'était pas le silence. Ce n'était pas l'obéissance. Ce n'était pas combler des lacunes juste parce que quelqu'un d'autre se sentait en droit de les laisser ouvertes. Il était 23h37 quand j'ai finalement fermé le journal et sorti mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau dossier, je l'ai intitulé Vérité. J'ai copié des emails, des captures d'écran, des photos. J'ai commencé une chronologie de chaque interaction depuis le diagnostic de Céline. J'ai consigné les conversations. J'ai documenté les incohérences. Je n'ai encore rien envoyé. Je n'ai menacé personne. J'ai juste commencé à construire un dossier, pas pour me venger, pas pour me montrer. Pour la clarté, pour la preuve, si jamais j'en avais besoin, que je n'avais pas tout inventé, car s'il voulait que je sois l'histoire, je serais l'auteur. J'ai terminé l'appel avec le docteur Hollis et j'ai posé mon téléphone face cachée sur le comptoir. Je ne bouge pas pendant un long moment. Je suis resté là, les mains à plat sur le granit frais, respirant à travers le poids qui avait commencé à s'installer au centre de ma poitrine. La lumière dans mon appartement avait diminué avec le soir, projetant de longues ombres sur le mur où l'ancienne courte pointe de ma grand-mère était accrochée. Je n'avais pas encore allumé les lampes. D'une manière ou d'une autre, l'obscurité semblait honnête. Peu de temps après, on a frappé à la porte. 3 coups courts, pas frénétiques, pas hésitants, juste assez pour dire « Je suis là, et je m'attends à ce que tu ouvres ». J'ai traversé la pièce lentement, sachant déjà qui ce serait. Je n'avais pas de voisins qui venaient sans prévenir. Pas d'amis qui passaient en semaine. À travers le Judas, j'ai vu le coursier dans une veste brun foncé tenant une enveloppe matelassée et un presse-papier. Colis pour Vera Davison, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. Elle n'habite pas ici, ai-je répondu. Il a vérifié l'adresse, fronçant les sourcils. C'est adressé ici. Doit y avoir une erreur. J'ai failli le rendre, mais la curiosité, ou peut-être l'instinct, m'a fait m'arrêter. Je peux le lui donner, ai-je dit, signant et prenant le colis. Je m'assurerai qu'il arrive où il doit aller. Il a hoché la tête et est parti. J'ai refermé la porte et je suis resté à nouveau dans le silence, enveloppe à la main. Je l'ai retourné. Pas d'adresse de retour, juste une étiquette imprimée avec le nom de Vera et mon numéro d'appartement. Le sceau n'avait pas été falsifié. Rien d'illégal à ouvrir quelque chose si l'expéditeur avait mis le mauvais destinataire. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Je l'ai ouverte avec le bord d'un couteau de cuisine. À l'intérieur, un dossier juridique, pas épais, mais suffisant pour paraître sérieux. Quand je l'ai ouvert, mes genoux se sont littéralement affaiblis. C'étaient des documents de transfert de propriété. Le cottage. Le cottage de grand-mère. Celui que j'avais visité chaque été jusqu'à mes 18 ans. Celui que grand-père avait promis qu'il serait un jour à moi si j'avais besoin d'un endroit pour recommencer. C'était toujours la seule chose physique liée à la croyance que je comptais encore quelque part pour quelqu'un. Et maintenant, les noms de Céline et Vera étaient sur le nouvel acte. Le mien avait été barré, littéralement barré dans le brouillon, puis entièrement retiré dans la version finalisée.
J'ai feuilleté jusqu'à la page de signature, mon nom, ma signature falsifiée. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Je me suis assise, le dossier toujours ouvert, et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'avais signé quoi que ce soit de remottement lié à l'immobilier. Jamais. Il n'avait même pas pris la peine de le falsifier. Eh bien, l'écriture était trop nette, trop confiante. Je n'ai jamais bouclé mon JE de cette façon. Ils ne m'ont pas juste effacé. Ils l'ont planifié. Ils voulaient que je sois trop distraite par l'état de Soline pour remarquer l'accord de dernière minute. Et si je n'avais pas intercepté ce colis, je ne l'aurais pas fait. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai scanné chaque page, les étiqueté par date et sujet, et les enfermé dans un coffre-fort que je gardais sous mon lit, celui que j'utilisais pour mon passeport et ma licence d'enseignement. Plus tard dans la soirée, après avoir réussi à manger une bouchée ou 2 de pâtes restantes, je me suis assise sur le canapé, regardant à moitié une vieille rediffusion procédurale à la télévision, quand j'ai entendu le son d'un téléphone vibrant faiblement. Pas le mien, c'était celui de Piper. Elle l'avait laissé en charge quand je l'avais récupéré à l'école cet après-midi-là. Elle était dans la pièce arrière avec Maple, coloriant par terre comme elle le faisait tous les mercredis quand Vera avait son groupe d'église. Piper ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, c'était souvent chargé de plus de sens que la plupart des adultes que je connaissais. Je me suis approché pour prendre son téléphone afin de le brancher correctement, puis je l'ai vu. L'écran était allumé avec un fil de discussion de messages. Il était ouvert, sans mot de passe. Les enfants de nos jours sont rapides et négligents comme ça. Le fil, Vera et Soline, la curiosité encore. Ou peut-être juste le besoin d'arrêter de douter de moi-même. J'ai lu les premières lignes. Vera, elle ne dira pas non. Elle est trop désespérée de compter. Soline, elle pense que cela signifie que nous l'aimons. C'est son point faible. Faisons-la se sentir importante. Cela la rendra plus obéissante. Je me suis assise durement. Il y avait d'autres blagues snobs, des émojis rieurs, des piques passives-agressives sur mon travail, ma garde-robe, le fait que je ne sois jamais sorti de la médiocrité. Vera, elle ne possède même pas de maison. Ce truc de rein est la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais offerte. Soline, honnêtement, j'espère qu'elle n'aura pas de seconde pensée. Elle a toujours été si dramatique sous pression. Je n'ai pas ressenti de rage. J'ai eu froid. Le genre de froid qui ne disparaît pas, même quand on est emmitouflé. Je n'ai rien supprimé. J'ai pris des captures d'écran, chaque page, chaque message. Je les ai téléchargés dans le dossier que j'avais commencé plus tôt cette semaine. Je l'ai appelé épreuve. Le lendemain soir, Papy s'est présenté sans prévenir. Il se tenait sur mon perron avec son vieux manteau marron et l'écharpe que grand-mère lui avait tricoté il y a des années, toujours enroulée autour de son cou. Ses yeux, d'habitude sévères mais gentils, avaient l'air plus lourds que je ne les avais vus depuis longtemps. J'étais dans le coin, a-t-il dit, bien que nous sachions tous les deux qu'il vivait de l'autre côté de la ville. Je ne l'ai pas interrogé. Je l'ai fait entrer, fait du thé, et attendu que nous soyons tous les deux assis en silence avant que je ne fasse glisser le dossier sur la table. Il l'a ouvert. Il a lu chaque ligne lentement, 2 fois. Quand il m'a regardé, il n'a pas dit « Je suis désolé ». Il n'a pas dit « Es-tu sûr ?» Il a juste hoché la tête, la mâchoire serrée, et a murmuré « J'ai toujours dit à ta grand-mère que tu étais la seule à ne pas mentir pour se sentir aimée. » Cela m'a brisé plus que tout le reste parce que cela signifiait qu'il l'avait vu. Il l'avait toujours vu. Je n'avais pas besoin d'une armée. J'avais juste besoin d'une personne qui ne me laisserait pas me noyer. Plus tard, après son départ, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon journal. Je n'avais pas besoin d'écrire un roman, juste une phrase. Ils ont dit que c'était le devoir, mais le devoir n'est pas fait de signatures forgées et de messages secrets. Puis j'ai ouvert mon téléphone. D'abord, j'ai appelé un avocat. Ensuite, j'ai appelé le docteur Hollis. Le docteur Hollis a répondu à la première sonnerie comme s'il attendait mon appel. Sa voix était calme, professionnelle, mais je pouvais sentir un changement. Peut-être le ton que les gens utilisent quand ils savent que la personne à l'autre bout du fil n'est plus aussi naïve qu'avant. Junior, a-t-il dit, je n'ai pas perdu de temps avec les mondanités. Si je retire mon consentement, que se passe-t-il? Il a marqué une pause d'une demi-seconde. Te sens-tu sous pression? Je me sens informé, ai-je dit. Mais réponds à la question.
Si vous vous retirez officiellement, nous ne pouvons pas procéder. Ni éthiquement, ni légalement. Et si je ne le fais pas? Ma voix est restée égale, mais il y avait quelque chose de tranchant maintenant. Quelque chose que je n'avais pas laissé sortir depuis longtemps. Alors la chirurgie est programmée. Tant que tous les formulaires restent signés et qu'aucune objection n'est soulevée par le donneur, vous. Nous avançons. Je l'ai remercié, j'ai terminé l'appel et je suis resté assise dans ma salle de classe, entourée de projets de sciences de 3e année épinglés au mur. Des volcans qui n'ont pas explosé. Des planètes avec des anneaux de paillettes. Tout cela était vibrant et chaotique, si différent de la vie que je m'étais permise de vivre. L'école était silencieuse. Il était après 17 heures. Les derniers enseignants étaient partis 1 heure auparavant, et je pouvais entendre l'écho de mes propres pas alors que je traversais vers le bureau. J'ai sorti mon dossier, celui intitulé Épreuve. À l'intérieur, chaque capture d'écran imprimée, chaque acte copié, chaque message horodaté. Ce n'était pas encore un dossier, mais c'était suffisant pour en construire un. Ce soir-là, j'ai fait des doublons. Un jeu pour papy, un pour un avocat auquel Mrs. K m'avait présenté, une ancienne collègue et amie de longue date qui avait survécu à sa propre tempête de trahison familiale. J'ai envoyé une autre copie par email à moi-même, cryptée, protégée par mot de passe. Le lendemain matin, j'ai pris un jour de congé de mon travail. J'ai dit au bureau que j'avais besoin d'un jour personnel. Personne n'a demandé pourquoi. Vers 10 heures, j'étais dans la cuisine de Soline. Elle a ouvert la porte, ressemblant à une couverture de magazine. Cardigan surdimensionné, débardeur en soie, ses cheveux coiffés en vagues sans effort qui ont probablement pris 1 heure à réaliser. Junior, a-t-elle dit, la voix légère, comme s'il s'agissait d'une rencontre décontractée autour d'un brunch. Tu veux du café? Non. Je suis passé devant elle dans la cuisine immaculée avec les comptoirs en marbre et les étagères ouvertes qui criaient « Regarde comme je vais bien ». Elle m'a suivi pieds nus. Tu as l'air tendu. J'ai posé le dossier sur son comptoir. Qu'est-ce que c'est? Ton rappel, ai-je dit, en gardant mon ton plat. De tout ce que tu as dit derrière mon dos. Tout ce que tu as signé sans mon consentement. Chaque mensonge que tu pensais que je serais trop lâche pour affronter. Elle l'a feuilleté lentement. J'ai regardé son visage changer, mais seulement légèrement. Soline avait maîtrisé l'art de la fausse inquiétude. Je ne sais pas à quoi cela est censé servir, a-t-elle dit finalement. Tu es dramatique. Le suis-je, ai-je demandé. Tu m'as traité de jetable. Tu prévois de me démembrer et d'agir comme si c'était une réunion de famille. Tu exagères, a-t-elle rétorqué, son vernis craquelant. Je me suis rapproché. Je ne suis pas venu supplier. Je suis venu te prévenir. Encore un mensonge, un autre document, une once de pression de plus, et tout cela deviendra public. Tu me comprends? Ses lèvres se sont courbées en un sourire narquois. Tu n'oserais jamais. Tu n'as pas les tripes. J'ai soutenu son regard. Tu as toujours confondu mon silence avec la peur. C'est ton problème. Elle a cligné des yeux une fois. Puis elle a ri. Sec, vide. Tu as toujours voulu être une victime. Voici ta chance. Je suis sorti sans un mot de plus. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise sur mon lit, fixant le plafond, repensant à tout dans ma tête. Les couches, les années, l'accumulation d'être ignoré, minimisé, et maintenant utilisé comme une arme. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé une scène, des rangées de chaises, un podium, une foule d'étrangers écoutant, et moi debout au micro, les paumes stables, la voix claire. Je ne sais pas si c'était un rêve ou une vision, mais en elle, je parlais à chaque personne qui avait jamais été acculée par des gens qui prétendaient les aimer. Ma famille appelait ça le devoir, ai-je dit à la foule invisible. Mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est l'obéissance. Ils ont dit que je faisais partie de quelque chose de sacré. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que je leur devais mon silence, mes organes, ma dignité. Ils ont déguisé la manipulation en carte d'anniversaire et en plat en casserole. J'ai fait une pause, entendant mes propres mots résonner dans la pièce qui n'existait pas, mais qui semblait réelle. N'appelez pas ça le devoir quand vous voulez dire le rejet. Quand j'ai ouvert les yeux, la pièce était calme et faiblement éclairée. Puis on a frappé. 3 coups durs. J'ai regardé l'horloge. Juste après minuit, j'ai attrapé ma robe de chambre,
j'ai traversé pieds nus sur le sol, et j'ai ouvert la porte pour la trouver. Vera, cheveux enroulés, manteau toujours sur elle comme si elle n'avait même pas prévu de s'asseoir depuis hier. « J'ai besoin de te parler », a-t-elle dit. « Non », ai-je répondu. « Tu as besoin d'écouter. » Elle m'a quand même bousculé et s'est tenue au milieu de mon salon comme si ça lui appartenait encore. « Je sais que tu as parlé à des gens, des avocats, ce médecin. Tu compliques les choses. » Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés. Je rends les choses honnêtes. Son visage s'est tordu. Tu n'es pas de la famille si tu as pensé qu'elle avait été lésée. Je suis resté là dans le couloir longtemps après que le clic du loquet de la porte se soit estompé. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais de la lente prise de conscience que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, plus de prétention. Ce genre de fracture ne se répare pas avec des dîners du dimanche et des étreintes forcées. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son d'une notification sur mon téléphone, une alerte de Facebook. Je ne regarde pas les réseaux sociaux en premier lieu. D'habitude, j'essaie de commencer la journée sans bruit, mais quelque chose m'a poussé à le faire cette fois. C'était un post de Vera. Un hommage à la force, à la sororité, et à la beauté du sacrifice, disait la légende. Accompagné d'un carrousel de photos soigneusement choisies. Céline dans son lit d'hôpital, serrant une courte pointe faite à la main. Céline avec son mari lui tenant la main tout en souriant faiblement à la caméra. Une photo de groupe familial prise l'été dernier, recadrée juste assez pour que mon épaule soit à peine visible. La photo qui m'a brisé, cependant, était celle prise à la fête prénuptiale de Céline il y a 10 ans. Dans l'original, j'étais assise à côté d'elle, lui tendant une boîte de serviettes brodées. Dans la version de Vera, ma silhouette avait été maladroitement effacée. On pouvait encore voir le coin de la boîte cadeau sur ses genoux, mais aucune trace de la personne qui la lui avait tendue. La légende en dessous, une famille qui se sacrifie ensemble reste unie, aucune mention de moi, pas de tag, pas de commentaire. J'ai fixé l'écran pendant que la pièce s'emplissait de lumière. Le monde extérieur à ma fenêtre continuait son cours. Des voitures passaient, des oiseaux chantaient, des voisins promenaient leurs chiens, et je suis resté figé comme si quelqu'un m'avait ouvert les côtes et murmuré « Tu n'étais jamais censé être rappelé ». Vers midi, je me suis connecté au site web de l'hôpital. Je ne sais même pas pourquoi j'ai vérifié. Habitude, un petit instinct. Juste là sur la page d'accueil, une section au coup de projecteur sur les patients. Le parcours de Solène Davison, une histoire de force et de communauté. En dessous, un court texte clairement soumis par Vera. Il louait le courage de Céline. Mentionnait comment la famille s'était rassemblée en unité pour faire face à la crise. Il attribuait le mérite au plan de Dieu, à sa résilience intérieure, et à l'amour indéfectible d'une mère. Mon nom n'était nulle part, même pas dans les petits caractères. Plus tard dans l'après-midi, de retour à l'école, j'ai parcouru les couloirs comme un fantôme. Ma salle de classe bourdonnait du bavardage de fin de journée. Les voix de mes élèves résonnaient comme si elles étaient sous l'eau. J'ai déposé les présences au bureau et j'ai entendu 2 parents discuter juste devant la porte. « As-tu lui parlé de la femme qui donne son rein à sa sœur » a demandé l'un. « Si beau. J'espère que mes filles grandiront aussi proches. » Je suis resté complètement immobile, pas par honte, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose comme un effaceur, quelque chose comme être effacé tout en étant pleinement présente dans une pièce pleine de gens. Ce soir-là, j'ai à peine survécu à la réunion du personnel. J'ai souri pendant, pris des notes, hoché la tête quand on me parlait. Puis, alors que la dernière personne sortait du salon des professeurs, j'ai fermé la porte et je me suis assise au bout de la table. Mes mains se sont serrées en poing sur la surface laminée. Je n'ai pas sangloté. Je ne me suis pas effondré. J'ai juste murmuré à personne et à tout le monde. Ils m'ont coupé comme si je n'étais pas réel. Comme si j'étais un fantôme qu'ils louent quand ils ont besoin de pièces. Et puis pour la première fois, je me suis laissé vraiment le ressentir. La fureur, la trahison, la connaissance profonde et pulsante que ce n'était pas juste une question de rein. C'était une question d'identité, d'héritage, d'être utilisé comme un outil et jeté une fois ma fonction remplie. Je suis rentré chez moi cette nuit-là et j'ai tout téléchargé, les captures d'écran, l'acte de propriété falsifié, les messages de Céline et Vera, même les photos éditées, sur un compte cloud sécurisé. Ensuite, j'ai mis en copie 2 personnes, mon avocat et papy.
J'ai envoyé une copie finale à l'adresse email professionnelle sécurisée du Dr Hollis. Pas de message, juste un sujet, documentation pour enquête éthique. Puis je me suis assise dans le noir, éclairé seulement par l'écran de mon ordinateur portable, et j'ai ouvert un nouvel onglet pour rechercher comment déposer une injonction préopératoire. Il s'avère que c'est plus facile qu'on ne le pense quand il y a une preuve écrite de coercition. Avant minuit, j'avais soumis ma pleine réclamation au conseil d'éthique de l'hôpital anonymement, mais avec des preuves de sauvegarde attachées à mon nom, juste au cas où. La confirmation de soumission a clignoté sur mon écran. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas vertueuse. Je me sentais fatigué. J'ai cliqué sur mon application de journal, ouvert et tapé une ligne. Ils m'ont fait disparaître en public. Maintenant, je réapparaîtrai dans leur chute. Puis j'ai fermé tous les onglets, désactivé toutes les notifications, et je me suis déconnecté de tout, non pas pour me cacher, mais pour me préparer. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, les doigts vibrant encore du poids de ce que j'avais tapé. Je ne l'ai pas publié publiquement. Je n'avais pas à le faire, pas encore. Mais je savais que ça venait. Le lendemain, je me suis assise en tailleur sur mon canapé, toujours en pantalon de pyjama et en sweatshirt d'université étiré, un café à la main. C'était samedi, un jour avant la chirurgie prévue. L'horloge sur la cuisinière indiquait 9h07 quand la notification a buzzing sur mon écran. Céline était en direct. J'ai cliqué avant de pouvoir m'en empêcher. L'image qui a rempli mon téléphone m'a retourné l'estomac. Non pas parce que c'était surprenant, mais parce que c'était si prévisible. La voilà, les cheveux parfaitement ondulés, le maquillage assez subtil pour paraître sans effort, mais assez bien fait pour un objectif doux. Sa robe d'hôpital dépassait d'une robe de designer. Oui, une robe en soie avec des manches. Vera était assise juste à droite, hors champ, mais assez proche pour entendre ses reniflements. Ma sœur m'a fait le don de la vie, a dit Céline, la voix tremblant juste ce qu'il fallait. Nous avons toujours été proches, même quand la vie nous a testés. Une pause dramatique. Ses yeux ont baissé comme si elle revivait une douleur qu'elle seule pouvait comprendre. Elle n'a pas hésité. C'est ce que fait la famille. Nous nous présentons. Nous donnons sans poser de questions. J'ai cligné des yeux à l'écran, ma mâchoire se serrant. Donner sans poser de questions. La section des commentaires a explosé avec des cœurs et des émojis de prière. Elle est un ange. Véritable sororité. Quel beau lien. J'ai eu envie de crier, mais je n'ai fait que regarder. Et puis, 5 minutes plus tard, le changement s'est produit. Un nouveau commentaire est apparu. Texte bleu audacieux à Truth Matterson. Regardez ce que Céline a vraiment dit quand elle pensait que personne n'écoutait, suivi d'un lien. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé qu'il serait noyé dans le flot de flatterie. Mais un autre commentaire est apparu, puis un autre, et un autre. Le flux s'est interrompu, en mise en mémoire tampon. Puis la vidéo a démarré. Lecture automatique d'une scène de dîner. L'angle était bas, comme un téléphone posé discrètement sur un comptoir de cuisine. J'ai reconnu l'endroit instantanément. La maison de tante Cheryl. Le 4 juillet. La voix de Céline a coupé le bruit de la pièce. Indubitable. Elle est désespérée d'amour, a-t-elle dit en riant. Bien sûr qu'elle le fera. Joue juste gentiment jusqu'à ce que les papiers soient signés. L'audio était net. Les rires autour de la table confirmaient que ce n'était pas une déclaration isolée. Elle pense toujours que nous l'acceptons enfin. Pauvre chose. Quelqu'un, Vera je pense, a ajouté. Laisse-la. Cela la rend plus obéissante. Puis ça s'est coupé au silence. Sur le live, Céline s'est figée. Sa main s'est levée pour faire glisser le téléphone, mais l'écran a glitché. Le flux a ralenti, puis a repris, la rattrapant à mi-chemin de son geste. Les commentaires ont dégénéré en chaos. Est-ce réel? Vous vous moquez de moi? Abus émotionnel. Ce n'est pas normal. Est-ce sa mère qui dit ça? Et le coup final? Est-ce légal? Cette chirurgie ne devrait pas avoir lieu. Puis quelqu'un a signalé le flux. L'écran est devenu noir. Connexion perdue. J'ai fixé l'écran noir de mon téléphone, le cœur battant. Pas de peur, mais de libération. De l'autre côté de la ville. J'ai imaginé le chaos.
Vera probablement en train de faire les 100 pas, exigeant des explications. Céline essayant de retourner la situation, blâmant le montage, appelant ça une mise en scène. Mais ce n'était pas du sabotage. C'était la vérité. Et la vérité n'avait pas besoin d'un éclairage parfait. 1 heure plus tard, Piper s'est présenté chez moi avec Mrs. K, qui a proposé de l'emmener prendre une glace pendant que j'avais un moment pour respirer. J'ai emmené Piper dans la cuisine. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste tenue là, sac à dos à la main, les yeux écarquillés mais calmes. « C'est toi qui as posté ça ?» ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête. Je ne voulais pas mentir pour eux. Tu dis toujours que la vérité compte. Ma gorge s'est serrée. Où as-tu trouvé le clip? Je sauvegardais des choses, a-t-elle dit presque timidement. Depuis le mois dernier, après que tu aies pleuré sur le porche en disant que personne ne t'entendait, j'ai commencé à enregistrer au cas où. Je me suis accroupi à sa hauteur. Pourquoi? Elle a haussé les épaules comme seule une enfant de 8 ans peut le faire. Parce que tu me protèges, je voulais te protéger en retour. Je n'ai pas pu parler pendant 1 minute entière. Je l'ai serrée fort à la place, parce qu'elle me protégeait mieux que n'importe quel adulte dans ma vie ne l'avait jamais fait. Ce soir-là, je me suis assise sur mon porche, mon téléphone éteint, les jambes rentrées sous une couverture alors que le crépuscule arrivait. L'air sentait la pluie et l'asphalte propre. Mon téléphone a vibré 1 fois, 2 fois. Je ne l'ai pas regardé. Pas encore. Les groupes de discussion étaient probablement inondés. Les pages communautaires s'illuminaient. Le fonds de soutien Céline pourrait déjà avoir commencé à perdre des donateurs, mais rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. J'ai regardé Piper assise à côté de moi avec un livre sur les genoux et ses genoux se balançant doucement au bord de la marche. Tu étais plus courageuse que tous les adultes de cette famille, ai-je dit. Elle n'a pas levé les yeux, a juste murmuré. Je sais. Piper n'a pas dit un autre mot après que je l'ai remerciée. Elle est juste retournée à son livre, les jambes se balançant doucement au bord de mon porche comme si rien de tout cela, aucune exposition, aucune retombée virale ne l'avait ébranlée. Je suis resté assise à côté d'elle quelques minutes de plus, puis je me suis levé tranquillement et je suis entré. J'avais des bagages à faire, pas pour un voyage, pour la guerre. Le lendemain matin, j'étais à Riverside General à 5h15, exactement comme prévu. Tout s'était déroulé comme sur des roulettes jusqu'à la chirurgie. Les infirmières m'ont accueilli avec des sourires, m'offrant des réassurances calmes comme « Vous faites quelque chose de merveilleux et elle a de la chance d'avoir une sœur comme vous ». J'ai hoché la tête à travers leurs paroles, même souri, bien que ma mâchoire me fasse mal à force de la serrer. Elles m'ont conduite à la salle préopératoire. Des lumières fluorescentes clignotaient doucement au-dessus, bourdonnant comme si elles étaient à moitié réveillées aussi. La pièce était froide comme les hôpitaux le sont toujours, clinique, détachée. Je me suis changé pour la blouse, j'ai plié mes vêtements et je les ai placés dans le bac en plastique stérile qu'ils fournissaient. Une infirmière est entrée, a vérifié mes signes vitaux, m'a posé des questions sur mes allergies, puis a dit « Vous faites quelque chose de noble, Junior ». Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le plafond, puis mes mains serrées, la façon dont mes doigts s'enfonçaient dans mes paumes. Le noble ne devrait pas ressembler à une reddition. L'anesthésiste est entrée ensuite. Elle avait des yeux gentils et une voix douce, me guidant à travers le processus de sédation. J'ai hoché la tête pendant tout le temps, essayant de ne pas laisser mon souffle s'arrêter dans ma gorge. Une autre infirmière a préparé la perfusion intraveineuse. Et puis, juste au moment où l'anesthésiste tendait la main vers mon bras, tout s'est effondré. Les doubles portes ont claqué avec force. Une voix a résonné dans la pièce. Arrêtez. Cette chirurgie est sous injonction légale. Des halètements ont suivi. J'ai tourné la tête. Papy se tenait dans l'embrasure de la porte dans son manteau du dimanche, le visage crispé par la fureur. Flanqué de 2 officiers de police en uniforme et d'une grande femme en costume bleu marine. Quelqu'un de l'équipe juridique de l'hôpital. L'anesthésiste s'est figé, la seringue en l'air. Un officier s'est avancé, annonçant clairement « Nous avons reçu une plainte formelle pour violation éthique étayée par des preuves substantielles. Si cette procédure se poursuit, l'hôpital pourrait être tenu responsable. » Le docteur Hollis est apparu derrière eux, tenant un dossier à la main. « J'ai vu la documentation, » a-t-il dit. « Nous devons arrêter cela immédiatement. » La pièce est tombée dans un silence glacial. L'infirmière s'est reculée.
La ligne 4 pendait lâche du support. Vera a fait irruption dans la pièce quelques secondes plus tard, le mascara déjà coulant. Qu'est-ce que c'est? Vous ne pouvez pas simplement débarquer comme ça. Papy n'a pas crié. Il s'est dirigé vers le pied de mon lit, a ouvert un dossier et a commencé à présenter les preuves. L'acte de propriété du cottage familial, a-t-il dit, falsifié, signé sans consentement. Il a posé le papier sur la table de chevet. Message texte entre vous et Céline, a-t-il poursuivi, se moquant de la santé mentale de Junior, plaisantant sur la coercition. Une autre feuille. Enregistrements audio. Merci, Piper. Prouvant l'intention de manipuler et d'isoler. Un autre rapport anonyme au comité d'éthique de l'hôpital concernant des violations de code et des atteintes au consentement. Il a levé les yeux brûlants. Vous pensez pouvoir mentir à huis clos et que personne ne les ouvrira. Vera a secoué la tête. C'est de la vengeance. Elle est amère. Tu es amère. L'un des officiers s'est tourné vers elle. Madame, si vous parlez encore, vous pourriez être escortée hors de cette aile. Le docteur Hollis s'est rapproché. Je ne peux pas superviser éthiquement cette procédure. Pas après ce que j'ai lu et entendu. Céline a été amenée sur la civière ensuite. Elle avait l'air plus pâle que d'habitude, les lèvres serrées. Quand elle a vu les officiers, ses yeux se sont écarquillés, mais son visage, son visage était toujours composé, entraîné comme une candidate de pageant qui savait que les caméras pourraient toujours filmer. Elle fait ça pour se venger de moi, a marmonné Céline. Parce que j'ai toujours été celle que les gens écoutent. Personne n'a répondu. Au lieu de cela, l'infirmière l'a ramenée dehors. Je me suis assise lentement, enlevant la couverture de mes genoux. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de le faire. Ils avaient parlé pour moi. Finalement, je me suis changé et j'ai remis mes vêtements derrière le paravent, mes mains encore un peu tremblantes, ma respiration irrégulière, mais se stabilisant. Quand je suis sorti, Vera avait disparu. Céline aussi. Seul Papy est resté. Tu vas bien, a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Nous avons descendu le couloir ensemble. La tension bourdonnait encore à travers les murs de l'aile chirurgicale. Personne ne se regardait dans les yeux. Personne n'en avait besoin. Il m'a guidé vers une petite salle de conférence à l'étage administratif où un notaire attendait. Là, Papy a ouvert un deuxième dossier. Ceci est le transfert de succession mis à jour, a-t-il dit. La propriété de votre grand-mère, mes comptes, la maison de retraite accuse B. J'ai cligné des yeux. Et alors? Elles n'auront rien, a-t-il dit. Je leur ai donné trop longtemps. Laisse-les construire quelque chose par elles-mêmes pour une fois. Il a signé chaque page avec une précision calme et contrôlée. Puis il a fait glisser les papiers vers le notaire, qui a tamponné chacun sans expression. Une fois que ce fut fait, il a levé les yeux et a croisé mon regard. Tu as élevé un monstre, a-t-il dit doucement, et tu as blâmé le silencieux. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste respiré. Parce qu'enfin, après des années d'être ignoré, écarté, effacé. Quelqu'un l'avait dit à voix haute. Le lendemain de la chirurgie, qui n'a pas eu lieu. J'ai dormi tard pour la première fois depuis des années. Il n'y avait pas de réveil, pas de liste de contrôle pré-chirurgical collée sur mon frigo, pas de Vera appelant 3 fois avant 7 heures du matin en prétendant que tout cela était de l'amour, pas de l'obligation. Le silence était étrange. Pas paisible exactement, plutôt creux, comme si j'avais couru si longtemps que maintenant, en restant immobile, je ne savais pas quoi faire de mes bras. Je me suis levé vers 9 heures, pieds nus, cheveux en désordre. Pas besoin d'être présentable aujourd'hui. J'ai fait du café lentement, laissant la machine grésiller et siffler pendant que je m'appuyais contre le comptoir de ma cuisine. L'appartement semblait différent, pas plus grand ni plus propre, mais plus à moi, comme si l'absence d'attente rendait les murs plus faciles à respirer. Je me suis assise sur le canapé, les jambes repliées sous moi, le journal ouvert sur mes genoux. Je n'ai rien écrit encore, juste assise avec le silence et écouter le rien et tout. Plus tard dans l'après-midi, un appel est arrivé d'un numéro bloqué. J'ai failli ne pas répondre, mais je savais. Junior, a dit la voix à l'autre bout. Votre mère a demandé à vous voir. La voix de l'infirmière au téléphone était polie, mais je pouvais entendre l'hésitation. Elle est dans l'établissement près de Hawthorne, en attendant son audience préliminaire.
Elle a demandé si vous envisageriez de lui parler. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. Je me suis présenté le lendemain. Une installation de rétention médicale n'est pas comme dans les émissions. Ce n'est pas que de l'éclairage dramatique et des murs de verre. C'est beige et rassis et ça sent trop de repas au micro-ondes. Vera était assise sur une chaise pliante derrière une petite table en plastique, portant un pull ample et une expression qu'elle devait avoir répétée devant un miroir. Fatiguée, tragique, mais pas vaincue. Quand je suis entré, elle ne s'est pas levée. « Regarde-toi » a-t-elle dit doucement, les yeux pleins d'émotions calculées. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Je n'ai pas dit que je ne viendrais pas. Je suis ici. Je ne voulais pas que ça aille si loin » a-t-elle commencé. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour notre famille. J'ai toujours tout tenu ensemble. » « Non » ai-je dit calmement. « Tu as tenu le mensonge ensemble. Tu l'as enveloppé dans des casseroles et du langage religieux et tu nous as fait t'appeler ça l'amour. » Elle a tressailli. « J'ai tout donné à cette famille » a-t-elle répliqué un peu trop vite. « Et tu as tout ruiné. » C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne comprenait toujours pas. « Je n'ai pas ruiné ça » ai-je dit. Je l'ai révélé. Il y a une différence. Le silence dans la pièce me pressait les oreilles. « Tu n'étais jamais censé disparaître » a-t-elle murmuré, la voix cassée. « Mais j'ai disparu » ai-je répondu. Et personne ne s'en est aperçu. Je me suis tourné pour partir. Elle n'a pas suivi. Elle n'a pas appelé mon nom. Il n'y a pas eu d'étreinte, pas de culpabilité, et à ma surprise, pas de haine non plus. Juste le genre d'adieu qui arrive quand deux personnes réalisent qu'elles ont toujours parlé des langues différentes. Elles ne l'ont juste jamais admis jusqu'à maintenant. Dimanche est arrivé et avec lui, papy. C'était devenu un rituel. Il frappait à ma porte avec un sac en papier de bagel ou de fruits frais ou parfois juste un journal sous le bras et ce regard calme dans ses yeux, celui qui disait qu'il n'avait pas besoin que je le divertisse ou que je lui explique. Nous avons cuisiné ensemble ce matin-là. French toast, bacon. Il retournait le toast pendant que je coupais des fraises. La radio jouait doucement en fond, quelque chose de jazzy et bas. Tu sais, a-t-il dit en disposant la nourriture, j'ai laissé ta grand-mère prendre les rênes quand il s'agissait des filles. Je pensais que c'était plus facile, plus intelligent, la laisser faire ce qu'elle voulait. Il ne m'a pas regardé quand il a dit ça, a juste continué à disposer du bacon sur une assiette bordée de serviettes. Je n'ai pas assez combattu pour toi, a-t-il dit finalement. Pas quand ça comptait. Je les ai laissés te marcher dessus, et je le savais. Je me disais que tu irais bien, que tu étais forte. C'était le mensonge que j'utilisais pour dormir la nuit. J'ai attrapé une tasse et lui ai servi du café. Tu es là maintenant, ai-je dit simplement. Et il était là. L'après-midi suivant, je me suis retrouvé à marcher vers un endroit que je n'avais pas visité depuis longtemps. Le banc du parc. Le même qu'au début. Il n'avait pas changé. Toujours un peu incliné. Toujours à côté des bars à singes où les enfants s'accrochaient comme des lianes après l'école. Mais j'avais changé. Je me suis assise, j'ai resserré mon manteau et j'ai sorti mon journal. J'ai feuilleté jusqu'à la première page, la toute première. Il y avait des entrées sur le mariage de Céline, sur la fête prénuptiale où je n'avais pas été mentionné dans les toasts, sur le moment où Vera a dit, tu sais, Céline a toujours porté plus du poids de la famille. Tu aides juste quand tu peux. J'avais griffonné alors. Aider n'est pas la même chose qu'être tenu. Et maintenant j'ai écrit, ils ont utilisé mon silence. Ensuite, j'ai utilisé le leur. Je n'ai pas gagné. J'ai juste arrêté de perdre. Et cela semblait suffisant. Quelques jours plus tard, l'école de Piper a organisé son assemblée de fin d'année. J'ai failli ne pas y aller. Une partie de moi pensait que ce serait trop de m'asseoir dans une foule, d'applaudir, de regarder d'autres parents hocher la tête comme si rien ne s'était jamais mal passé dans le monde. Mais j'y suis allé, et j'en suis contente. Quand ils ont appelé son nom, Piper Davison, récipiendaire du prix du courage et de l'intégrité, tout l'auditorium a applaudi. Elle a traversé la scène dans une robe bleu marine et des baskets éraflées, les cheveux dans des tresses légèrement inégales que je l'avais aidé à faire ce matin-là. Elle n'a pas agité la main. Elle n'a pas souri trop fort. Elle s'est juste tenue droite comme si elle avait grandi une colonne vertébrale entière. Après, elle a couru vers moi dans le couloir, me serrant la main. Tu m'as sauvé aussi, tu sais,
a-t-elle murmuré. Je me suis accroupi à sa hauteur et je l'ai regardé dans les yeux. Non, chérie, ai-je dit. Tu m'as rappelé que je pouvais me sauver. Elle a souri. Pas son demi-sourire habituel, mais quelque chose de doux et solide. Et c'est ça la guérison. Parfois, elle prend la forme d'une petite fille qui n'a jamais eu besoin de crier pour être entendue. Parfois, les trahisons les plus fortes se produisent en silence, par les papiers signés dans votre dos, les dîners de famille où vous n'êtes pas invité, les photos dont vous êtes coupé. Cette histoire ne parle pas seulement d'un rein. Il s'agit de limites. Il s'agit de dire assez et quand personne d'autre ne le fera. Vous a-t-on déjà dit que la famille passe avant tout, même quand cette famille vous brise? Laissez vos pensées dans les commentaires. J'adorerais entendre votre histoire. Et si cela vous a interpellé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications. D'autres histoires vraies plus puissantes arrivent.